suis urbaniste de l'Institut d'urbanisme de l'Académie de Paris et de l'Université de technologie de Compiègne. J'ai travaillé dans l'administration au ministère du Plan pendant 18 ans et ensuite où je me suis occupé d'aménagement du territoire, donc de l'urbanisme, dans le processus de l'aménagement du territoire. Et ensuite, je suis allé au ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Je me suis occupé pendant 15 ans du permis de construire. Disons des permis de construire parce qu'il y en a deux. Il y a le permis de construire ministériel et il y a le permis de construire municipal. Bon, après, j'ai pris une retraite anticipée pour pouvoir exercer ma profession. Puisque j'ai commencé très jeune dans l'administration, il fallait quand même que je me retire pour me reconstituer moi-même et me préparer à un avenir. Voilà un peu brièvement présenté. Et comme j'oubliais, je gère un cabinet maintenant qu'on appelle 2AGPIM, Agence de gestion et de promotion immobilière. Voilà un peu. Et je suis trésorier général de l'Ordre des urbanistes de Côte d'Ivoire. Voilà un peu brièvement présenté. Vous, en tant qu'expert, quel état d'esprit vous anime quand vous avez vu les inondations hier dans la ville d'Abidjan? Mais on a mal au cœur. On a très mal au cœur. Pourquoi? Quand on voit qu'il y a eu un schéma directeur de l'assainissement et que ce schéma directeur de l'assainissement n'a pas été respecté, il est même dépassé aujourd'hui, ce schéma directeur. Il faut l'actualiser. Malheureusement, ces dégâts qui sont arrivés ne pouvaient qu'arriver. Ne pouvaient qu'arriver. Et ces problèmes d'inondation qui se sont posés, il y a deux ordres. Le problème d'aménagement, c'est quoi? Il y a un schéma directeur d'urbanisme qui a été élaboré et qui vient même d'être actualisé. Mais au moment du premier schéma directeur d'urbanisme, malheureusement pour nous, le schéma a été exécuté et mal exécuté. Parce que personne n'a respecté le règlement d'urbanisme et personne n'a respecté le schéma directeur lui-même en tant que tel. Les recommandations n'ont pas du tout été respectées. Ça, c'est le premier problème dans l'aménagement. Le deuxième problème, il y a des zones inondables. Les zones inondables qui ne sont pas constructibles, on a forcé ces zones-là à les rendre constructibles. Mais on n'a pas fait le type d'aménagement nécessaire pour rendre ces zones constructibles. Et quand ce n'est pas respecté, on a ce genre de catastrophe après, à long terme ou à moyen terme. Ça, qu'on le veuille ou pas, ça arrive. Vous ne respectez pas le règlement d'urbanisme, vous ne respectez pas l'état du sol, l'étude du sol, vous réalisez des cités, et ces cités également, lorsque les gens viennent déposer les demandes, les promoteurs déposent les demandes de permis de construire. Ils déposent un plan qu'on critique, qu'ils corrigent. Mais une fois le permis obtenu, au moment de l'exécution, ils ne respectent plus rien. Ils ne respectent plus rien. Les espaces publics sont tout de suite remorcelés et rendus habitables. Les caniveaux prévus sont tout de suite morcelés, remblayés et réattribués. Maintenant, quand il pleut, mais l'eau a son lit naturel. Et le lit naturel, ben c'est normal qu'il se ravive. Une fois qu'il est ravivé, ben, l'eau va casser vos murs, va casser vos maisons et va rentrer dans vos maisons. Puisque vous ne lui avez pas frayé un autre chemin. Vous n'avez pas respecté le schéma d'assainissement qui était prévu pour l'obtention du permis de construire. Et quand ce n'est pas fait, il y a problème.
à long terme. Maintenant, pour le cas de la rivière Palmeraie, la faute incombe à qui? Aux architectes, aux urbanistes, au gouvernement ou aux opérateurs immobiliers ou au ministère de la Construction? Bien, c'est simple. D'abord, les premiers responsables, ce sont les promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers, pourquoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils n'ont pas fait le minimum d'aménagement qu'il fallait pour rendre ces zones-là habitables. Ils étaient pressés d'encaisser leur argent. Donc, livrer les maisons aux clients et en se disant, bon, on va aménager au fur et à mesure. Mais, une fois que les gens sont installés, on abandonne la cité, on a encaissé nos sous, on n'a plus rien à foutre. On dit que ça devient l'affaire des propriétaires. Or, le minimum d'aménagement, c'est-à-dire le cahier des charges, n'a pas été respecté. Une fois que le cahier des charges n'est pas respecté, les propriétaires ou les colocataires ne sont pas responsables tant que le cahier des charges n'a pas été respecté entièrement. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Maintenant, la responsabilité du ministère de la Construction, c'est quoi? C'est une zone non constructible. On a dit au ministère de la Construction, non, nous on va faire l'aménagement nécessaire, hein, il n'y a pas de problème. Ok, le ministère a donné son ok. Mais le problème du ministère, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi pour vérifier si effectivement on a fait les aménagements nécessaires pour pouvoir installer ces bâtiments. Les agents du ministère qui sont sur le terrain, chargés de faire cette surveillance, ce contrôle, ont failli quelque part. Ils ont failli quelque part. L'architecte a fait son plan de bâtiment selon les recommandations de l'urbaniste. Mais aussi, il faut reconnaître un fait, c'est que nos promoteurs sont souvent des filles. C'est-à-dire quoi? Ils prennent un architecte, d'abord, on lui fait faire des plans de bâtiment à part. Quand il a fini ses plans de bâtiment, on vient trouver un urbaniste et on lui dit, il faut nous faire un plan d'aménagement. Et l'urbaniste s'investit, il fait le plan d'aménagement. Et on vient plaquer les logements, donc le travail de l'architecte dessus, il n'y a pas de coordination. C'est le gros problème chez nous. Il faut que nos promoteurs apprennent à respecter les normes. L'élément numéro 1, c'est l'urbaniste. C'est lui qui crée son espace. C'est lui qui crée le règlement d'occupation de l'espace. Tout ce qui va gérer l'espace, c'est lui. C'est lui qui dit à l'architecte ou aux architectes, vous allez me prévoir tel type de bâtiment à tel endroit, tel type de bâtiment à tel endroit. Voilà ce que je veux. Et l'architecte élabore ses plans, il rentre dans le schéma de l'urbanisme. Malheureusement, chez nous ici, ce n'est pas comme ça. Et il n'y a pas de suivi non plus. L'urbaniste doit suivre l'exécution jusqu'à la fin du chantier. Jusqu'à la fin du chantier. Malheureusement, ce n'est pas ça. Le promoteur, quand il a fini, il n'a plus besoin de vous, il ne veut plus vous payer. D'ailleurs même, vos frères, ils ne vous payent pas. Il va vous donner des rendez-vous sur des rendez-vous. Donc, il n'y a plus de suivi. Nous, en tant qu'ordre des urbanistes, on va faire un constat. Et approcher notre ministère de tutelle, lui faire des recommandations pour que désormais, personne ne soit victime de ce genre de comportement. Un, qu'on puisse nous payer correctement et qu'on puisse nous utiliser comme il le faut. Parce qu'on ne va pas faire un plan d'aménagement pour un promoteur et qui va aller faire n'importe quoi à notre insu. Il faut que nous soyons impliqués du début jusqu'à la fin du processus. Puisque c'est nous qui élaborons le cahier des charges. Donc il faut que le cahier des charges que nous élaborons soit respecté jusqu'au bout. On voit le VRD qui fait le VRD, il dessine le VRD.
Mais l'exécution du VRD, nous, on n'est pas au courant. Le promoteur, il prend quelqu'un, il va faire sa chose. Il nous ignore. Puisqu'il ne veut pas nous payer tout cela. Il ne veut pas nous payer. Donc il est promis de se passer de nous. Et quand on se passe de nous, on a les conséquences. On a les conséquences. Pour de nombreuses personnes, mais c'est une catastrophe artificielle. Artificielle. C'est-à-dire que c'est des catastrophes créées par les promoteurs. Et également par la négligence des agents du ministère. C'est-à-dire? La négligence des agents du ministère, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le fait que les agents du ministère chargés de surveiller sur le terrain l'exécution des chantiers ne le font pas. Parce que quand vous avez votre permis de construire, vous devez aller au ministère de la Construction, à l'antenne de la région, par exemple l'antenne de Cocody, pour le cas de la Riviera, vous devez déposer une copie de votre permis de construire avec une copie des plans. Vous prenez rendez-vous avec le chef d'antenne. Vous vous rendez sur le terrain pour le démarrage du chantier. Comme on dit dans notre langage, l'ouverture du chantier. L'architecte est là, l'urbaniste est là, tout le monde est là. Lui, il est là, il a son cahier. Et les topographes sont là. On fait les relevés. Quand on a fini les relevés, on commence l'implantation du chantier. Et l'agent du ministère a un cahier. Les responsables du projet ont un cahier. Tout ce qui est fait est noté. À la fin, vous signez. Vous signez, chacun garde son cahier. Pourquoi? C'est pour protéger l'agent du ministère, pour dire que si demain il y a un problème quelconque, lui il a fait son travail. Ceux qui n'ont pas fait leur travail, c'est eux qui ont des responsables, des comptes à rendre. Malheureusement, on ne fait plus, c'est devenu une question de routine. Quand on fait l'ouverture du chantier, lui, il n'est même pas au courant. C'est lui qui est obligé d'aller souvent sur le chantier, demander aux gens, mais vous avez démarré, est-ce que vous avez un permis? C'est là on va lui sortir une copie du permis. Vous avez une copie de plan, bon, venez au bureau, nous donner une copie du plan et une copie de votre permis. Le chantier a déjà démarré. Il y a des distorsions, lui, il ne peut plus rien, ils sont très avancés. S'il arrête le chantier, on dit, je connais ton supérieur. J'appelle le supérieur, ah, ton petit là, il est en train de nous emmerder ici, hein. Il faut t'occuper de lui. Bon, il est obligé de se tenir à carreau, puisqu'il ne veut pas perdre son poste. Voilà l'histoire. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour sauver la Riviera de ces inondations? Pour sauver la Riviera de ces inondations, il faut d'abord respecter le schéma d'assainissement qui a été établi. D'abord. Ensuite, chaque promoteur là-bas a élaboré un plan de VRD. Il faut que ce plan de VRD soit respecté. Et que le plan de masse prévu pour chaque promotion soit respecté. Tant que ce n'est pas respecté, on aura toujours ces problèmes. Parce que c'est un problème d'assainissement. Le gros du problème est un problème d'assainissement. D'abord, il faut créer des caniveaux proportionnels à la quantité d'eau fluviale qui va arriver, plus la quantité d'eau que produisent les habitants du quartier. Mais on ne fait pas des aménagements sommaires, des réseaux sommaires qui se jettent dans la nappe phréatique. Non. Il faut les reprendre. Il faut les reprendre. Et tant que le plan de masse n'a pas été respecté, les maisons qu'on a eu à construire aux endroits où il ne faut pas, où ce n'était pas prévu sur le plan de masse, il faut les casser. Et trouver un autre endroit pour loger ces gens-là.
Si on veut les laisser là, ben on aura toujours les mêmes problèmes. Le lit naturel de l'eau est son lit naturel, il suivra. L'eau suivra toujours son lit naturel et il y aura les dégâts. Mais aujourd'hui, certaines personnes pensent que c'est la haute corruption qui serait au ministère de la Construction qui crée ces problèmes comment on appelle, récurrents au niveau de l'assainissement à Abidjan. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour vraiment canaliser est-ce qu'il faut, c'est les permis uniques, il faut changer quelque chose dans les permis ou qu'est-ce qu'il faut changer réellement pour que vraiment tous ces problèmes-là puissent connaître une fin? Moi, je pense que le permis n'a rien à voir dans cette histoire. On a créé un guichet unique. Le permis n'a rien à voir dans cette histoire. Le problème qui est posé, c'est l'exécution des permis de construire. Vous avez obtenu un permis de construire pour un aménagement précis. Il faut que ceci soit respecté jusqu'au bout. Vous avez une étude de VRD prévue dans votre promotion immobilière, il faut que vous respectez ça. Pourquoi ça n'arrive pas à Treichville? Pourquoi ça n'arrive pas à Diamé? À Bobo même qui est quartier populaire, c'est pas arrivé là-bas. Yopougon quartier populaire, c'est pas arrivé. Mais c'est arrivé à Cocody. Voilà. Il faut se poser la question. Cette zone-là, je le répète tout le temps, quand on a fait le premier schéma d'aménagement, d'assainissement, le schéma n'avait pas atteint cette zone. Ce n'était pas prévu. Mais au moment où on a créé ces quartiers, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Donc, je le répète, il y a des gens pour s'assurer une belle retraite ont accepté des lotissements accélérés. On a fait ces lotissements dans ces zones-là qui n'étaient pas prévues comme zone d'extension au moment où on approuvait ces lotissements pour le futur d'Abidjan. Mais ça a été fait. On a été mis devant le fait accompli. Mais ce n'était pas prévu. Donc, le réseau n'est pas arrivé là-bas à temps. C'est maintenant qu'on fait du colmatage. Donc, ce qui veut dire que cette pagaille qu'on assiste là à de longs jours devant elle. C'est une pagaille qui date depuis longtemps. Ah bon? Oui. C'est le non-respect du règlement d'urbanisme et du schéma directeur d'urbanisme. Je le répète encore. Tant que le schéma directeur d'urbanisme ne sera pas respecté, on aura toujours ces problèmes. Aujourd'hui aussi, beaucoup s'interrogent s'il n'y a plus de quartiers résidentiels pratiquement à Abidjan. Bon, vous voyez, Abidjan évolue à une allure extraordinaire. Une allure extraordinaire. Et il y a un problème qui est posé. Comment loger les Abidjanais? Donc, il y a une extension qui jusqu'à présent n'est pas maîtrisée par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, ni par les communes concernées. Parce que pendant longtemps, les gens se sont rejetés là-bas. Le ministère dit que ce sont les communes. Donc c'est le district d'Abidjan et ses communes. Les maires ont dit non, c'est le ministère qui gère le schéma directeur. Ainsi de suite. Et ça fait que il y a eu un laisser-aller. Il y a eu un laisser-aller, chacun a fait pour lui. Et l'extension arrange le ministère, l'extension sauvage arrange le ministère, ça arrange les mairies. Puisque les mairies peuvent encaisser des taxes. Les impôts encaissent les impôts fonciers. Le ministère encaisse les demandes aujourd'hui d'ACD, ou hier c'était ACP, donc d'ACD. Et chacun y tire son compte. Hein. Chacun y tire son compte. Voilà. Donc, qui va accepter d'abandonner ses privilèges? Voilà. Justement, aujourd'hui également, quel est votre regard par rapport au programme de logements sociaux?
Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est un échec pratiquement. Bon, vous savez, le problème des logements sociaux est politique. Les politiques ne nous ont pas consultés en tant que techniciens en la matière pour pouvoir leur présenter un travail efficient. S'ils avaient réuni l'ordre des architectes, l'ordre des urbains, l'ordre des géomètres, pour leur dire, on va faire un programme de logements sociaux. Donnez-nous les directives nécessaires. Et on vous donne les quartiers, faites les aménagements. Nous avons fait le schéma d'aménagement de Songon, la zone de Songon. C'est nous qui l'avions élaboré. Parce que le ministre, en son temps, avait fait un travail par ses collaborateurs. Il nous a appelés et nous l'a soumis. On lui a dit, nous, en tant qu'urbanistes, on ne peut pas accepter ça. Il y a trop d'incohérences. On a repris le chemin d'aménagement. Et on lui a fait un travail efficient qu'il a facilement fait exécuter. Mais seulement, je crois que l'État est arrivé en retard. Puisque les équipements sommaires, c'était pour le compte de l'État. Malheureusement. Mais ça s'est mis en place avec beaucoup de retard. Ça, c'est un. De deux, les logements sociaux. Ce qui avait été prévu au départ n'a pas été respecté. Il n'était pas question que les promoteurs fassent leur propre fonds pour démarrer les travaux. L'État devait leur verser quelque chose pour le démarrage des travaux. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu trop de promoteurs aussi fictifs qui se sont créés. Il y en a eu en nombre incalculable. L'État aussi avait son droit de police. Donc, en mettant le système du droit de police, ça a fait que, il y a eu du retard. On a décelé des faux promoteurs qui voulaient profiter de la manne de l'État et puis s'éclipser à l'argent à faire autre chose. C'est pour cela qu'il est difficile de critiquer le comportement de l'État dans cette histoire. Puisque c'est lui, l'État, qui donne les agréments. Il a donné des agréments à plein de promoteurs. Et il devait leur donner un moyen de démarrage. Il a trouvé qu'il y avait beaucoup. Donc il fallait faire un tri, sortir une sélection, sortir les mauvais grains. On les a mis à l'œuvre, on leur a donné tous des clients, des acquéreurs. Malheureusement, ceux qui étaient mal préparés n'ont pas pu répondre. Ils se sont retirés d'eux-mêmes. Et c'est maintenant que l'État a les promoteurs appropriés et en train de terminer le programme avec. On est en train d'achever le programme. Sinon, on ne pouvait pas aller loin sans faire ce tri-là. Ça, il faut le dire. Maintenant, le retard, le grand retard, est dû à tout cela. Et aussi est dû au fait que personne n'avait été préparé pour. C'est un slogan politique. Bon, les politiciens, ils sont ce qu'ils sont. Ils font leur campagne. C'est normal, là, ils font ça pour nous blaguer un peu, pour qu'on aille les voter. Mais en sachant que ce n'était pas réalisable. On ne peut pas réaliser des logements de 5 millions. Non. Abidjan d'aujourd'hui, logement de 5 millions, vous ne pouvez pas en avoir. Merci bien, j'espère. Maintenant, au terme de notre entretien, quel appel avez-vous à lancer par rapport aux inondations, aux populations, aux autorités politiques, administratives? Moi, je dis d'abord, il faut aller vers les promoteurs d'abord, leur demander d'aller vers les techniciens appropriés, de ne pas tricher, de ne pas voir les émoluments des techniciens, de ne pas voir cela. Nous sommes là, nous tout le monde ivoiriens, on vient s'asseoir, on échange, on va trouver une solution. J'ai l'habitude de dire que je n'ai jamais trouvé de cadavre qui refuse d'aller au cimetière. Quel que soit Alpha, il va partir. Donc, si on s'assoit, on discute, on peut trouver une solution à leur problème. Maintenant, les autorités,
faut que les autorités veillent, surtout qu'ils soient stricts sur le respect du nouveau schéma directeur d'urbanisme. Il ne faut pas qu'on se retrouve dépassé encore par les événements d'ici 10 à 15 ans. Tant que le schéma directeur ne sera pas respecté, parce que ce schéma directeur que vous voyez d'urbanisme, il doit être accompagné d'un schéma directeur d'assainissement. Et ensuite, il faut des schémas de détail. On a fini les règlements d'urbanisme. Ça, c'est fini, ça a été rendu au ministre Sanogo il y a longtemps, avant son départ. Mais, ce qui est important aujourd'hui, c'est le respect du schéma directeur. Qu'on mette les moutons dans l'enclos, les poulets où il faut, et les choux où il faut. Mais si on veut les mélanger, on pose problème. Merci bien. Voilà. Merci, monsieur le juge.